Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Julien Aubert. Je vous entends. Ah bah écoutez, nous aussi. Bienvenue sur Ligne Droite. Alors je voulais revenir, d'abord on va revenir, avant de parler de votre parcours et puis aussi de l'union des souverainistes que vous prenez, puis de la politique d'Emmanuel Macron. Je voulais vous parler de cet événement, un monument aux morts de Gentillou-Pigerolles dans le Limousin a été tagué par un Palestine libre. Alors les personnes sur place étaient évidemment indignées. Comment vous avez réagi à cet événement? Comment se fait-il que dans le Limousin, aujourd'hui, un 11 novembre, un monument aux morts puisse être dégradé au nom de la Palestine libre? Ouais, ça vous montre qu'aujourd'hui, les gens mélangent tout, en réalité, et qu'on fait une confusion. Vous avez d'abord une perte du sacré, c'est-à-dire que le devoir de mémoire qu'on doit aux victimes de la Première Guerre mondiale, aujourd'hui, de tous, c'est un sujet qui n'a absolument rien à voir avec ce qui peut arriver au Proche-Orient. Mais en réalité, vous avez aujourd'hui des générations qui considèrent que tous les moyens d'action sont bons, toutes les transgressions sont bonnes pour faire entendre le message. Et je pense d'ailleurs pas que ce soit en taguant des monuments qu'on fait avancer la cause de la Palestine, mais c'est malheureusement le fruit d'une époque. Et alors justement, il y a aussi donc ce même week-end cette marche contre l'antisémitisme. Alors Jean-Luc Mélenchon a affirmé: Macron a raison, c'est soi-disant une marche contre l'antisémitisme à l'appel de Meyer Habib. Le Pen, Zemmour, Braun-Pivet et Larcher fonctionnent comme une manipulation. Comme lui et moi, ne vous laissez pas embobiner. Ayons confiance dans notre peuple. En France, les racistes n'auront jamais le dernier mot. Qu'en pensez-vous de cette marche contre l'antisémitisme et du position de Jean-Luc Mélenchon? Je pense que Jean-Luc Mélenchon est surtout gêné par son propre positionnement électoral, c'est-à-dire qu'il a décidé de capter les voix des populations d'origine immigrée et maghrébine et musulmane, en ayant une position sans nuance sur le sujet israélien. Et aujourd'hui, il ne veut pas défiler dans ce genre de manifestation parce qu'il a peur de s'aliéner son électorat. Ensuite, une marche contre l'antisémitisme en France, c'est parfait. Une marche pour Israël, c'est une autre chose. Moi, j'ai compris que cette marche contre l'antisémitisme s'adressait à des Français qui sont par ailleurs de confession juive et qui se sont aujourd'hui par les exactions et les menaces, les intimidations pour ce qui peut se passer à plusieurs milliers de kilomètres. Et je crois qu'il faut effectivement faire bien la différence. Alors justement, Gérard Larcher était présent au LR. Vous comprenez pourquoi donc Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont décidé de ne pas y aller? Jean-Luc Mélenchon, je vous dis oui, je le comprends parce qu'il il cible une parole qui peut être de sa présence. Pour le président de la République, c'est toujours compliqué, un président de la République qui manifeste. Moi, je ne lui jetterai pas la pierre parce que je ne pense pas que sa place soit dans les manifestations. Sa place, à la limite, je serais plus critique du manque de clarté de la position française et de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne fait pas, plutôt que de venir ou pas à la manifestation. Tout à fait. Alors, Julien Aubert, on vous connaît, hein, évidemment, vous êtes président du collectif Oser la France, vous êtes aussi ancien député LR du Vaucluse. Alors, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, quel est votre parcours aujourd'hui? Où en êtes-vous? Et pourquoi vous avez voulu faire de la politique? Écoutez, moi, je suis né dans le Sud, à Marseille, d'une région mi-marseillaise. J'ai étudié aux États-Unis, un master d'économie internationale et de commerce international et de diplomatie également, nationale d'administration avec un certain Emmanuel Macron. Puis j'ai travaillé à l'Élysée sous Nicolas Sarkozy et en 2012, je me suis lancé dans la conquête d'une nouvelle circonscription à l'époque qui était promise à la gauche et que j'ai une vague socialiste. Je suis là. Et en 2022, un peu à la surprise générale, j'ai perdu cette circonscription et donc je suis revenu comme tout le monde en réalité, voilà, tout en fonction politique.
Alors Julien Aubert, on Toujours. a des problèmes donc de connexion. On va essayer évidemment de vous appeler plutôt par téléphone. Je rappelle que vous êtes président du collectif Oser la France. Vous êtes ancien député LR du Vaucluse. On va vous téléphoner pour avoir une connexion meilleure. Voilà, on a parlé de cette actualité, de cette marche contre l'antisémitisme et puis de ce monument tagué à Palestine. Je voulais parler avec vous de votre parcours, puis on parlera donc de l'union des souverainistes parce que c'est ce que vous prenez, une union des souverainistes. Vous avez notamment organisé donc une rencontre de la souveraineté avec Georges Kuzmanovic du parti République Souveraine, qui est un ancien de LFI, donc une alliance entre des personnes donc, qui viennent de ports différents, de partis politiques différents, voire opposés et rivaux. Peuvent-ils s'allier la souveraineté peut-elle transcender donc toutes les différences? Et puis évidemment on va parler de cette politique d'Emmanuel Macron parce que vous avez été pendant longtemps, je le rappelle, donc député du Vaucluse, député LR du Vaucluse, donc vous avez une grande connaissance donc de l'Assemblée nationale. On va parler de ça, et puis aussi de cette soi-disant souveraineté européenne. Puis on parlera évidemment des élections européennes avec vous. Mais d'abord je voulais revenir sur votre parcours, Julien Aubert. Vous nous dites donc que vous avez travaillé donc avec Nicolas Sarkozy à l'époque. Oui, j'ai travaillé à l'Union pour la Méditerranée, qui était le grand projet diplomatique du président de la République, consistant à unir les deux rives de la Méditerranée, qui a été torpillé notamment par l'Allemagne, qui n'en voulait pas et qui voulait bruxelliser cette institution. Et puis ensuite, je me suis lancé dans une aventure électorale en ravissant une nouvelle circonscription qui avait été créée à l'époque, en Vaucluse, sur les terres où ma famille était implantée, en 2012, en pleine vague rose, face au patron du Parti socialiste, pour lequel on avait dessiné cette circonscription, que j'ai gardée pendant 10 ans, une circonscription tournée vers la ruralité, le Ventoux, le Luberon, une très belle circonscription, et puis je l'ai perdue en 2022, surprise générale. Et donc je suis revenu, comme tout le monde, à mes premières amours, donc dans la fonction publique, tout en continuant à exercer mes fonctions au sein du comité stratégique des Républicains et puis en animant mon parti Oser la France. Alors, votre parti, justement, Oser la France, pourquoi vous avez voulu créer ce parti au sein même des Républicains? Alors, il n'est pas au sein même des Républicains. En fait, en 2017, j'ai voulu me présenter contre Laurent Wauquiez à la présidence du parti et je me suis aperçu que, en cherchant des parrains parmi les députés ou les militants sur la base du gaullisme, qui est quand même la base, l'ADN de ce parti, eh bien, je n'arrivais pas à avoir suffisamment de parrainage. Et donc, j'ai souhaité créer un lieu qui soit à la fois une force à l'intérieur des Républicains pour pouvoir aller à des élections en réunissant les gens qui partagent nos idées, et puis aussi que ce mouvement ne soit pas lié aux Républicains, et donc qu'on trouve à l'intérieur des gens qui peuvent être dans d'autres partis ou qui ont pu être dans d'autres partis. Et c'est assez divers, puisque l'un de mes vice-présidents a été le suppléant de Benoît Hamon, un autre de mes vice-présidents est parti chez Reconquête. Donc, vous voyez, c'est assez large comme rassemblement. Alors, tout à fait. Alors, justement, vous, ce que vous prenez, c'est d'une union des souverainistes. Vous êtes souverainiste et donc vous avez organisé les rencontres de la souveraineté avec Georges Kuzmanovic, qui est du parti La République Souveraine, qui est un ancien de LFI. Donc, on pourrait croire sur le papier que vous n'avez rien en commun, rien à vous dire, que vous êtes des opposants politiques. Et vous pensez qu'une union souverainiste est possible. Et donc, qu'est-ce qu'un souverainiste aujourd'hui pour vous ? Alors moi, j'aime pas trop le mot souverainiste. Pourquoi ? Parce que souvent, les mots en isme, ce sont des mots idéologiques, alors qu'en fait, le combat, c'est de faire comprendre aux Français que finalement, c'est pas une question d'idéologie, c'est une question de bon sens, c'est qu'il nous récupérer les moyens d'action démocratique qui devraient être les nôtres pour pouvoir agir sur demain le chômage, l'immigration, les problèmes du quotidien, l'écologie, etc. Et effectivement, il y a une recomposition en 2017 qui a vu émerger un grand centre fusionnant le centre-gauche et le centre-droit, européiste, fédéraliste. Et donc la question, c'est est-ce que c'est ce clivage qui va perdurer en 2027, ou est-ce qu'on va revenir à un clivage droite-gauche classique? Et quand on voit aujourd'hui où en sont le PS ou les Républicains, on comprend que ça n'est pas gagné pour voir réapparaître un clivage classique. Et donc, ça veut dire qu'il faut, chercher quels sont nos alliés dans ce nouveau clivage.
Et c'est pour ça que j'ai contacté République Souveraine. C'est un parti, effectivement, qui a rompu avec Mélenchon, qui est composé de gens de gauche, certes, mais républicains, souverainistes, on pourrait même dire gaullistes. Donc l'idée des rencontres de la souveraineté, c'était justement de débattre de l'Europe et de voir où est-ce qu'on était d'accord et où est-ce qu'on ne l'était pas. Et justement, est-ce que vous pensez, donc là, vous parlez déjà avec donc des souverainistes de gauche, ce qui est déjà bien, mais vous pensez qu'un jour, il puisse avoir donc un rassemblement, en tout cas électoral, c'est-à-dire que tous ces gens puissent un jour proposer donc un parti souverainiste aux Français? Je ne sais pas si, en réalité, sur une élection présidentielle ou sur une élection européenne, ça a un peu de sens, parce que le thème est finalement la souveraineté est au cœur, je dirais, du débat. Après, vous avez des élections où, malheureusement, ça n'est pas forcément le sujet numéro un. Donc, je tournerai plutôt le problème dans le sens inverse, c'est-à-dire que je pense que le jour où nous serons arrivés à mettre la question de la souveraineté au cœur du débat politique, très naturellement, il y aura un grand parti souverainiste. Alors, est-ce qu'il sera composé, je dirais, de cette myriade de petits partis qui existent, ou est-ce que ce sera un grand parti qui aura décidé quelque part de s'ouvrir? Je ne suis pas devin, mais je pense que oui. Oui, parce que justement, en fait, on se rend compte que les partis qui se disent donc souverainistes, souverains, ce sont donc, on pense aux Patriotes de Florent Philippot, il y a Debout la France de Nicolas Dupond-Moretti, il y a l'UPR de François-Alice Célineau, donc il y a le Parti République souveraine de Georges Kuzmanovic. Pourquoi le souverainisme, enfin en tout cas cette idée de souverainisme qui vous est si chère, elle est condamnée aujourd'hui au micro-parti? Alors, c'est pas Dupond-Moretti, Debout la France. Attention. Nicolas Dupont-Aignan, excusez-moi. On risquait d'avoir de la popularité là. D'abord parce qu'il y a des vrais... d'abord, il y a des lignes de fracture sur le fond. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont favorables au Frexit et d'autres qui ne le sont pas. Donc ça ne favorise pas, je dirais, la réunion. Et ensuite, alors, effectivement, les micro-partis, pourquoi? Parce qu'il y a... Enfin, des petits partis, pourquoi? D'abord parce que dans les grands partis de gouvernement, les personnalités qui étaient favorables à ces idées-là ont été consciencieusement marginalisées, voire éliminées. Ce qui fait que les grands partis sont dominés par des gens, ou par leurs descendants, qui sont plutôt, je dirais, qui se sentent un peu coupables, mais qui ne veulent pas traverser le Rubicon ou revenir sur ce qui a pu être fait lors des erreurs de Maastricht ou d'Amsterdam. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental dans la quête de la souveraineté et dans le gaullisme, c'est quand même le chef. Et donc, c'est souvent autour d'une personnalité que se fait un collectif. Et c'est vrai que c'est plus compliqué d'articuler ensuite toutes ces personnalités de les mettre autour d'une table. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Georges Kuzmanovic. Certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Alors justement, vous ne croyez, vous, plus au clivage droite-gauche? Ça veut dire, est-ce que vous pensez par exemple que la fracture primordiale aujourd'hui de la politique française, ça serait plus proche donc de ce que Jérôme Sainte-Marie appelait le bloc populaire face au bloc élitaire? Le bloc populaire, donc plutôt qui veut être souverain, et face au bloc élitaire qui, lui, est plutôt fédéraliste et pro-européen. Je pense que c'est plus complexe que ça, en fait. Parce que ce que m'ont montré les rencontres de la souveraineté, c'est que vous avez quand même une permanence du clivage droite-gauche. Nous avions de part et d'autre des gens qui n'étaient pas très à l'aise de débattre, ou qui étaient d'abord de gauche, ou d'abord de droite. C'était plus d'ailleurs sur la gauche que sur la droite, ce type de réaction, que attaché au sujet de la souveraineté. Et donc, effectivement, il ne faut pas le sous-estimer. Donc, la question ensuite, c'est de se dire... Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Quel est le fleuve le plus facile à traverser quand on veut chercher des alliances ou faire des compromis pour trouver un programme de redressement? Donc, alors, avec Georges, nous allons sans doute essayer de créer justement quelque chose, un organe de concertation pour essayer de débattre. Et je pense que l'une des questions qui sépare aujourd'hui la droite gaulliste de la gauche gaulliste, c'est plutôt l'économie, avec, je dirais... des limites de la pensée de part et d'autre, la limite du libéralisme d'un côté et la limite de l'argent magique de l'autre. Et donc la question, c'est quel programme de redressement national on peut faire qui suppose forcément des sacrifices, sans pour autant justement considérer que les services publics aujourd'hui sont tabassés à perte et profit.
Alors vous parlez de l'économie, mais aussi entre les différents souverainistes, il y a aussi cette vision de la civilisation, cette vision de l'islam, de l'immigration. Vous pensez que ça peut être aussi un frein à cette union des souverainistes, c'est-à-dire que des souverainistes de droite peut-être trop attachés à ça, puis d'autres souverainistes de gauche plus laxistes sur le sujet? Alors, je ne pense pas, justement. Ça, c'est ce qu'ont montré les rencontres de la souveraineté. Il y a une claire vision du péril migratoire et du problème d'assimilation républicaine. Mais souvent, les gens, en tout cas, qui sont à oser la France, sont évidemment inquiets sur le sujet de l'identité, mais ne placent pas le sujet identitaire au premier rang. Oui, il faut lutter contre l'islamisme. Oui, il faut lutter contre le communautarisme. Pour autant, ce n'est pas la seule question qui se pose et on ne doit pas tout conditionner à cette question. Parce qu'en réalité, vous vous posez ce genre de questions quand vous ne maîtrisez plus vos frontières. Donc, le problème initial, c'est surtout le fait qu'on a laissé rentrer des millions de gens ou des millions de gens et que ça pose ensuite des problèmes. Si on avait eu la souveraineté, on n'aurait pas eu la crise d'identité. Oui, tout à fait. Et notamment, il y a un lien donc, qui vous unit, notamment avec Georges Kuzmanovic, c'est cette critique du wokisme. Parce que, donc, on rappelle que Georges Kuzmanovic était du parti République Souveraine, il était à LFI et il est parti notamment à cause de ces dérives, de cet islamo-gauchisme de LFI et puis de ces dérives wokisme. Donc ça permet aussi de récupérer des membres du parti, enfin des gens souverains, des gens qui veulent une souveraineté, pas souverainiste, j'essaie de faire attention, et justement qui peuvent être donc séduits par votre discours et par ce que vous dites dans le collectif Oser la France. Oui, parce qu'en fait, le wokisme s'attaque à deux pans, un pan de gauche, un pan de droite, qui sont propres à la France. Pour la droite, il touche à la question de l'identité nationale, à l'histoire, la civilisation, le roman national. Pour la gauche, il touche à l'universalité, l'universalisme, le fait qu'on est citoyen sans distinction de race et de religion. Et donc finalement, c'est un virus qui s'attaque aux deux côtés. Donc c'est normal que vous retrouviez des réactions épidermiques des deux côtés. Et puis ensuite, c'est normal que ce soit les souverainistes qui soient les plus, je dirais, les plus hostiles, parce qu'en fait, le wokisme, c'est la rencontre de l'atlantisme et de la sociologie française. Donc c'est le pire du gauchisme culturel qui s'épanouit dans un écrin occidental. Donc c'est à la fois un phénomène de domination intellectuelle venu des États-Unis et en même temps, je dirais, le rejeton de mai 68. Tout à fait. Alors vous êtes au parti Les Républicains. On rappelle, dont les ancêtres sont évidemment l'UMP, le RPR. Il y avait une figure de pro du souverainisme à l'époque des années 90, c'était Philippe Séguin, qui était un grand gaulliste. Vous reconnaissez dans cet homme politique Philippe Séguin? Totalement, d'ailleurs. Il fait partie des personnalités qu'on met en avant sur notre imagerie collective à Oser la France. Et j'ai eu la chance de le connaître, j'ai eu la chance d'être au RAP, Rassemblement pour l'autre politique. Philippe Séguin avait raison. Le drame, c'est que aujourd'hui, les idées développées par Philippe Séguin, elles ont été caricaturées ensuite par nos adversaires qui vous expliquent que quand vous défendez la nation, vous êtes quelque part d'extrême droite. Alors qu'à l'époque, on faisait très clairement la différence entre un Philippe Séguin et un Jean-Marie Le Pen. Oui, tout à fait. Et donc, justement, toute cette critique de Maastricht, de Philippe Séguin, début des années 90, aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours présente au sein du mouvement Les Républicains? Parce qu'on a parfois l'impression que les Républicains restent tout de même aujourd'hui très pro-Union européenne, en tout cas. Moins critiques qu'avant de l'Union européenne. Disons que moi, je suis pour l'Union européenne, c'est-à-dire dans le sens où parce qu'en fait, nous n'avons pas énormément de choix. Nous avons soit le choix de prôner le Frexit, mais le Frexit, en fait, c'est la disparition de l'Union européenne. Donc, en fait, être pour le Frexit, c'est être pour la fin de l'Union européenne. Or, je pense que ce serait préjudiciable pour la France et préjudiciable pour, je dirais, pour nos intérêts directs, parce que on a beaucoup d'intérêts dans cette construction qui nous permet quand même, si elle est bien utilisée, d'amplifier notre pouvoir économique et diplomatique. Ensuite, on peut être pour l'Union européenne et contre le fédéralisme. Et ça n'a pas toujours été très clair aux Républicains. C'est désormais maintenant beaucoup plus clair depuis une dizaine d'années. Je pense qu'il y avait une espèce de grille ou de gens qui ne voulaient pas forcément dire qu'ils s'opposaient au fédéralisme parce qu'ils avaient l'impression que ça trahissait quelque part, ça donnait l'impression d'être anti-européen. Ils avaient très peur d'être taxés d'europhobes.
Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, les Républicains essayent de faire quelque chose de compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs, le 22 novembre, moi, je sortirai un livret d'Oser la France pour nourrir leur réflexion aussi, pour nourrir la réflexion publique. C'est que finalement, entre ces solutions faciles, il n'y a que des solutions difficiles. C'est comment est-ce qu'on garde l'Union européenne, mais qu'on rétablit la position de la France. Alors parce que Julien Aubert, vous le savez, pour les élites, d'une manière générale, c'est compliqué le souverainisme, enfin la souveraineté, parce que c'est considéré comme de l'ostracisme, du repli sur soi. Alors pourquoi les élites aujourd'hui ont tant peur de la souveraineté ? Eh bien parce que c'est un héritage de la Seconde Guerre mondiale, en fait. C'est-à-dire que dans l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'idée que le nationalisme poussé à son extrême provoquait des guerres, et qu'il fallait donc contenir l'État avec une vision statophobe qui s'est incarnée par exemple dans la Cour européenne des droits de l'homme, et puis une vision fédérale, je dirais, via l'Union européenne, qui était de dire on va essayer de limiter la souveraineté des États, voire la faire disparaître. En pensant ainsi viser la paix. Et donc ça induit plein de choses. Par exemple, la protection des minorités. Ce qui est arrivé pendant la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah, a fait prendre conscience aux Européens qu'il y avait toujours un risque, y compris dans une vieille démocratie ou dans une démocratie, qu'une minorité soit écrasée par une majorité. D'où l'idée il vaut mieux moins d'États que trop d'États, il vaut mieux moins de frontières que trop de frontières, il vaut mieux plus de protection pour les minorités que moins. Voilà. Et ce qui nous a conduit d'ailleurs à des positions de plus en plus laxistes sur l'immigration, mais parce qu'on a été travaillé là par des gauchistes culturels. Tout à fait. Alors Julien Aubert, je rappelle, vous êtes président du collectif Oser la France, vous êtes ancien député LR du Vaucluse. On a parlé de cette union des souverainistes qui est possible. Je vous propose, on va parler de la politique d'Emmanuel Macron, puis évidemment des élections européennes, notamment au sein du parti Les Républicains. En attendant, il est actuellement 9h et je vous propose un bulletin d'actualité, le bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil. Vue de haut. Alors Julien Aubert, nous sommes avec vous. Je rappelle, vous êtes président du collectif Oser la France, ancien député LR du Vaucluse. On a parlé de cette union des souverainistes qui pour vous est possible, notamment vous en avez fait l'expérience dans vos rencontres de la souveraineté, donc notamment avec Georges Kuzmanovic du parti La République Souveraine. Je voulais vous parler de la politique d'Emmanuel Macron, lui de sa vision de la souveraineté. Il a parlé pendant le Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, de souveraineté européenne. Alors est-ce que vous pensez justement que vos idées, en tout cas votre combat pour la souveraineté est en partie gagné parce que donc même Emmanuel Macron, qui est plutôt pour l'Union européenne, plutôt pour le fédéralisme, a adhéré à cette notion de souveraineté, ou est-ce que vous pensez que justement c'est un énième écran de fumée, cette notion de souveraineté européenne d'Emmanuel Macron ? Non, moi je suis favorable à la souveraineté de la nation française. Lui est favorable à la souveraineté d'une fédération européenne. Donc même s'il y a le même mot dans les deux, c'est aussi rapproché et compatible que si j'étais favorable à être propriétaire de mon appartement et que Emmanuel Macron était favorable à ce que mon appartement soit possédé par le syndic. Alors justement, vous pensez que Emmanuel Macron finalement est un anti-souverainiste par excellence, ou justement il peut comprendre cette volonté en tout cas du peuple français d'essayer d'avoir un État, une France plus souveraine ? Non, je crois, si vous voulez, que d'abord, il a son propre agenda personnel, il a de grandes ambitions, et donc, quelque part, un peu comme d'autres avant lui, il se dit l'Europe peut être mon débouché de carrière. Donc, du coup, il fantasme une Europe dans laquelle il aurait un rôle encore plus important qu'en France. Deuxièmement, il est à la base quelqu'un qui a une énergie par rapport aux questions des racines, par rapport à la question de la province, à la question du temps figé. C'est quelqu'un qui est favorable à la mobilité, aux échanges, à la domination de l'économie. Et ceci l'amène en réalité à penser que la France est trop petite et qu'elle ne peut pas, je dirais, s'en sortir toute seule. Alors dans son premier mandat, il a beaucoup poussé l'idée du coup qu'il fallait faire des coopérations de plus en plus poussées. Et puis il s'est aperçu, je pense, que l'Allemagne n'était pas le partenaire qu'il avait imaginé et qu'en fait l'Allemagne poursuivait surtout les intérêts allemands et moins les intérêts européens. Donc il est un peu revenu, je
dirais, de ses premières amours, mais il y a fondamentalement chez lui une tendance naturelle à penser que ici c'est trop petit et là-bas c'est trop grand, ça se serait bien à son aise. Et justement, vous pensez que, enfin, en tout cas, sa vision de la France est réduite et que finalement, ce n'est que le chef de file, le chef de la région France, et qu'il vise potentiellement des postes plus haut placés au sein de l'Union européenne qui lui permettraient donc plus de pouvoir sur un territoire plus grand. On rappelle qu'Emmanuel Macron, à la fin de son mandat, n'aura même pas 50 ans. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il a un peu le même syndrome que Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing rêvait de parachever sa carrière avec une constitution européenne et il aurait été le premier président, équivalent pour eux du président des États-Unis en fait. Et puis Macron a exactement le même problème et d'ailleurs il entend, à mon avis, pendant ce mandat, réactiver, je dirais, la réflexion sur les institutions pour terminer ce qui a été bloqué à Amsterdam. C'est-à-dire qu'en réalité, le mini-traité a laissé l'Europe au milieu du gué, entre une partie fédéraliste, une partie fédérale et une partie encore détenue par les États. Et toutes les propositions qui ont été faites par le groupe d'études franco-allemand qui a rendu ses conclusions en septembre sur la réforme des institutions poussent à limiter encore plus le rôle des États, avec notamment la fin de l'unanimité sur tous les sujets. Alors justement, donc Emmanuel Macron, ce qu'on comprend, c'est que parfois dans ses prises de décision, notamment par rapport à l'Union européenne, finalement, les intérêts de l'Union européenne passent avant les intérêts de la France. Je ne sais pas s'il faut le dire de manière si catégorique. Non, je pense que d'abord, il a du mal à théoriser la question de l'intérêt national. Parce qu'il raisonne en banquier et donc il raisonne à court terme. Il a fait souvent des coups ou des deals, des accords en pensant sans doute sincèrement que cette fois-ci c'était ce serait les Italiens ou les Allemands ou les Britanniques qui gagneraient, puis la fois d'après ce serait lui. Sans comprendre le caractère structurel et éminemment politique de ces questions. Et puis en France, vous savez, vous avez une tendance naturelle dont Emmanuel Macron est l'excellent représentant, qui est de vouloir absolument penser l'intérêt de l'Europe en dépit de ce que les autres peuvent penser de ce que doit être l'Europe. Voilà. Et, pour la France, c'est souvent une forme d'émancipation, l'Europe, c'est-à-dire c'est un peu c'est la continuation de la France par d'autres moyens. Alors que ce n'est pas du tout la vision des autres pays. Alors justement, je voulais revenir à l'Assemblée nationale, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je rappelle, Julien Aubert, que vous êtes ancien député LR du Vaucluse, et à l'Assemblée nationale, on le sait, donc Elisabeth Borne a voté notamment le budget 2024 après le 16e 49.3 donc d'Elisabeth Borne. Vous avez été donc député du Vaucluse. Quel regard vous portez sur cette manière de diriger l'Assemblée d'Elisabeth Borne ? De toute façon, à partir du moment où il n'y a pas de majorité, on est bien obligé, si on veut faire passer les textes, de recourir aux outils constitutionnels et le 49.3 en état. Après, il faut comprendre que ceci tue le débat parlementaire, parce qu'au bout du 16e, on sait que ça va se terminer par un 49.3. Alors, à quoi bon faire passer des amendements ? À quoi bon aller en hémicycle ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui finit par déprimer les parlementaires, de bord d'ailleurs, qui se disent, je vais pas aller passer une semaine, nuit et jour à me battre pied à pied si à la fin, d'un claquement de doigts, tout ça est annulé. Ça, c'est... Alors, quand le 49.3 peut arriver accidentellement, c'est une épée de Damoclès. Là, on sait que sur les textes budgétaires, c'est aussi on sait que ça terminera comme ça. Donc, je pense que fondamentalement, un fonctionnement comme ça pendant 5 ans va être compliqué. Oui, justement. Et la position des Républicains à l'Assemblée est compliquée parce que vous comprenez que les citoyens ne comprennent pas toujours les positions des Républicains. De temps en temps, donc, ils sont en accord avec le RN, puis ils sont en opposition avec la NUPES, puis ils sont d'accord avec le gouvernement. Quelle est la place, véritablement, des Républicains à l'Assemblée nationale aujourd'hui ? Les Républicains, ils sont ils sont dans l'opposition. Simplement, à partir du moment où le gouvernement vient sur leur position, ils ne vont pas voter contre parce qu'ils sont dans l'opposition. Ça paraît assez logique. Donc, effectivement, sur des textes comme l'immigration, ils peuvent se retrouver plus ou moins en accord sur tout ou partie. En ne faisant aucune concession, mais en essayant de tirer le texte au maximum sur leur position. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs sur l'AME, par exemple, ou sur l'article 3.
Voilà la position des Républicains. Et ensuite, la difficulté, c'est que c'est un parti qui a une position unique dans le paysage institutionnel, puisqu'il est majoritaire au Sénat, avec des centristes, dont une partie sont travaillés par le macronisme, et il est dans l'opposition à l'Assemblée nationale contre cette même majorité macroniste. Et donc, comme on essaie d'avoir une forme de cohérence entre ce que LR dit au Sénat et ce que LR dit à l'Assemblée nationale, il peut toujours y avoir une tentation au Sénat de trouver un accord de la majorité sénatoriale qui donc prenne en compte certains éléments transmis par les macronistes, et puis à l'Assemblée nationale de s'opposer le plus possible à Emmanuel Macron, qui suppose évidemment de se repositionner par rapport à ce qu'a fait le Sénat. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je voulais vous parler des européennes qui arrivent, notamment, on parle notamment de François-Xavier Bellamy, qui serait à la tête donc, de la liste des européennes pour les Républicains. Il avait déjà été à la tête de la liste européenne des Républicains il y a 5 ans. Vous pensez, quelles sont les positions des Républicains aujourd'hui sur la souveraineté et quelles vont être ces positions pendant cette campagne des européennes qui arrive donc en 2024 ? Alors, il y a un groupe de travail qui est actuellement à pied d'œuvre et qui devrait donc sortir un programme. Donc, je ne peux pas vous dire en avant-première ce qu'il va dire, puisque par définition, il n'a pas terminé ses travaux. Et puis, la tête de liste sera désignée en fonction, effectivement, de ce qui sera sorti de ce groupe de travail. Oui, bien sûr. Alors justement, vous comprenez qu'aujourd'hui, certains pensent que les Républicains ont du mal à se démarquer de la République en marche, notamment sur cette question de l'Union européenne. Finalement, on a du mal à comprendre quelle est véritablement la différence entre ces deux partis. Pourtant, il y en a une très claire. C'est-à-dire que le macronisme est clairement fédéralisant et se retrouve très, très bien dans sa peau, je dirais, sur des politiques très à gauche de l'Union européenne. Je pense par exemple à la politique écologique, la politique agricole, où ils se sont souvent alliés avec... ils sont représentés au Parlement européen par des gens qui ont des positions très progressistes là-dessus. Alors que les Républicains font partie du PPE, Parti populaire européen, qui était autrefois un parti de centre-droit et qui a tendance de plus en plus à se droitiser, et qui a l'avantage d'être central, pivot, dans le fonctionnement du Parlement européen. Sachant que, évidemment, Renaissance n'en fait pas partie. Au milieu de ces deux partis, il y a un pont qui ne devrait pas en être un, c'est Madame van der Leyen. Parce que Madame van der Leyen, en fait, elle a les idées d'Emmanuel Macron, mais elle est officiellement au PPE. Lorsqu'on l'a élue, comme elle était de la droite allemande, je pense qu'on ne s'attendait pas à un tel mandat. Et elle a quand même fait toute une série d'actions qui ont été très critiquables, et avec lesquelles d'ailleurs je suis moi en désaccord quasi total. Donc on verra ce qui arrivera à Mme van der Leyen, qui a décidé d'ailleurs de s'afficher avec aux universités d'été de Renaissance. C'est quand même en soi, je dirais, on va dire un symbole. Donc c'est ça, oui. Donc il y a une différence véritable entre ce PPE et vous pensez justement que pour changer les institutions européennes, parce que vous condamnez certaines méthodes des institutions européennes, il faut donc infiltrer, ou en tout cas être à l'intérieur de l'Union européenne pour la changer. Alors moi je pense que d'abord il y a plusieurs niveaux. D'abord au niveau du Parlement européen, si on veut bloquer des directives, des règlements, des initiatives qui sont préjudiciables aux intérêts français, il vaut mieux contrôler ou être au sein du PPE. Donc le vote des Républicains de ce point de vue-là est beaucoup plus utile qu'un vote RN ou un vote Reconquête, parce qu'en fait ils voient passer les trains, ils sont vraiment totalement marginalisés au Parlement européen. Ensuite, je pense qu'effectivement, tuer l'Union européenne aujourd'hui ne nous amènerait pas grand-chose, parce qu'on aurait exactement les mêmes problèmes. On a un problème de compétitivité, on a un problème d'immigration, donc tous ces problèmes-là seraient les mêmes. Effectivement, on aurait peut-être un peu plus d'argent parce qu'on contribue à l'Union européenne, mais on aurait aussi l'effet de la fermeture des marchés avec les conséquences économiques que ça peut provoquer. Et donc, nous n'avons d'autre solution que d'essayer de jouer le jeu des institutions européennes, en s'inspirant d'ailleurs de ce que font nos partenaires. Les Allemands, par exemple, sont arrivés, ou les Britanniques sont arrivés, alors qu'ils ont des poids équivalents aux nôtres, à tirer en fait la construction européenne dans le sens de leurs intérêts. Et nous avons péché par naïveté.
Ouais, nous avons péché par naïveté, ce que vous dites. Et donc aujourd'hui, vous n'êtes pas pour le Frexit, vous êtes pour que finalement l'Union européenne se change à l'intérieur. Il y avait évidemment cette figure du gaullisme, on en a parlé, notamment vous êtes un héritier du gaullisme, vous êtes un héritier aussi de Philippe Séguin. Est-ce que vous pensez que c'est cette vision-là, en tout cas de l'Europe, qui doit aujourd'hui être défendue par les républicains et aussi défendue au sein des institutions européennes pour que la France continue de rayonner en Europe et puis dans le monde? Moi, je pense qu'il faut que la France rentre dans une épreuve de force, en réalité. Tape du poing sur la table. Enclenche une crise européenne parce que vous n'obtiendrez jamais un fonctionnement meilleur, voire des améliorations institutionnelles. Mais même à droit constant, vous n'obtiendrez rien si vous restez dans une optique de coopération permanente. Après, l'Europe dont parle Philippe Séguin, cette Europe pré-Maastricht, aujourd'hui, l'Europe actuelle est assez différente. Donc, c'est pas exactement la même dans le sens où vous avez eu une forme de communautarisation d'un certain nombre de politiques sur lesquelles il sera évidemment compliqué de revenir en arrière. Bon, au moment où Philippe Séguin parlait, il n'y avait pas l'euro. Bon. La difficulté de l'euro, c'est qu'il marche mal, mais qu'en même temps, si vous voulez en sortir, ça risque de vous coûter très très cher. Et puis c'est aussi une arme qui peut faire pencher pour certaines positions, non. C'est-à-dire que ça peut être aussi une arme de punition de la Commission européenne, notamment d'Ursula von der Leyen, contre des pays qui peuvent être réticents face à sa politique. Oui, moins l'euro d'ailleurs que la dette fédérale, avec le programme qui a été lancé de Next Generation EU, qui est un programme d'investissement et qui permet de tenir en laisse un certain nombre de pays qui ont besoin désespérément des subsides européens et qu'on a donné d'ailleurs à la Commission en violation des traités. Merci beaucoup Julien Aubert. On continuera évidemment de suivre ces élections européennes qui vont faire l'actualité jusqu'en 2024. On suivra ça avec vous. Je rappelle que vous êtes président du collectif Osez la France. Vous êtes ancien député LR du Vaucluse. Merci à vous et à très vite, j'espère, sur notre radio.